En Centrafrique, la ville de Bangassou, désormais sous contrôle des casques bleus, c'est ce qu'indique la MINUSCA. Située à 750 km de Bangui, elle avait été attaquée par les groupes rebelles début janvier. Au Nigeria, Boko Haram continue de dicter sa loi. Le groupe djihadiste a pris le contrôle de la base militaire de Marthe, dans le nord-est du pays. L'armée tente de reprendre ses positions initiales. Et puis au Cameroun, la joie des amoureux du football au démarrage du championnat d'Afrique des Nations depuis le coronavirus. La compétition est réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Centrafrique, les casques bleus ont repris le contrôle de Bangassou à 750 km de la capitale Bangui. La ville est occupée depuis début janvier par les groupes armés qui ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Reportage. Depuis le 3 janvier, la ville de Bangassou était occupée par les rebelles suite à une attaque qu'ils ont menée. Vendredi, la MINUSCA avait lancé un ultimatum aux groupes armés, leur enjoignant de quitter sous 3 jours la ville. Écho favorable, puisqu'en en croit l'organisation onusienne, la ville de Bangassou est sous le contrôle total de la MINUSCA. Les rebelles ont abandonné les positions qu'ils occupaient et ont fui la ville dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Des incidents impliquant des tentatives de pillage ont eu lieu et la force est intervenue pour y mettre fin. La situation est calme et sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la composante militaire de la MINUSCA. Le 17 décembre, les 6 plus puissants des groupes armés qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique, en guerre civile depuis 8 ans, se sont coalisés, puis ont annoncé quelques jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection de Faustin-Archange Touadéra. C'est une grande joie, a déclaré l'évêque de Bangassou, à la suite de la reprise de la ville par la MINUSCA. Après 13 jours à dormir à la belle étoile, les gens vont pouvoir rentrer chez eux, a-t-il ajouté. En République démocratique du Congo, 46 pygmées ont été tués dans une attaque des combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées, les ADF, dans la région de l'Ituri. Nous sommes dans le nord-est du pays. C'est ce que indiquent des sources locales. Cette attaque des combattants ADF a eu lieu dans la chefferie de Walesi-Vonkoutou, à la frontière avec le territoire du Nord Kivu. Le bilan est de 46 personnes tuées et 2 blessées. Toutes les communautés pygmées, selon le président de la société civile du territoire d'Iromo, en Ituri, tout près de la province voisine du Nord Kivu. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995. Opposés au régime de Yoweri Museveni. Sans attaquer l'Ouganda depuis des années, ils sont accusés de la mort de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014, dans la région de Beni et ses environs. Le dernier massacre d'envergure des civils attribué à ces combattants ADF remonte au 31 décembre dans la région de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu. Au moins 25 personnes avaient alors été tuées dans leur champ. Les ADF ne revendiquent jamais aucun massacre mené généralement en brousse, la nuit sur des paysans sans défense. Mais depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par l'État islamique, Afrique centrale. Dans le territoire de Beni, l'armée a lancé fin octobre 2019 des opérations d'envergure avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région de Beni. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous les sanctuaires qu'ils occupaient. Au lieu de baisser en intensité, les attaques des ADF contre les civils se sont intensifiées en représailles aux opérations gouvernementales menées dans différentes zones. Au Nigeria, l'armée continue de faire face aux attaques des groupes djihadistes. Des hommes affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris le contrôle de la base militaire de Malte. Nous sommes dans le nord-est du pays. Information rapportée par des sources militaires. De nombreux combattants sont arrivés à bord de camions militarisés et ont attaqué cette base de la région du lac Tchad, dont ils ont toujours le contrôle,
Selon des sources militaires, nous avons subi une attaque des terroristes. Ils ont envahi la base de Marthe après d'intenses combats, a fait savoir un officier ayant requis l'anonymat. Notre priorité est désormais de reprendre le contrôle de la base et une opération est actuellement en cours. L'armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP, branche dissidente du groupe Boko Haram qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans. Le groupe affilié à l'État islamique a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière et stratégique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marthe, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un plus important déploiement dans la zone. L'armée nigériane assure avoir repris le contrôle du nord-est du pays malgré la multiplication des attaques. Elle a effectué de nombreux raids sur plusieurs bases djihadistes ces dernières semaines. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. En Côte d'Ivoire, l'opposition juge le calendrier pour les élections législatives trop serré. Ce scrutin doit se tenir le 6 mars prochain. Selon le calendrier, les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale indépendante. La CEI transmettra par la suite la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne officielle, elle se déroulera le 26 février du 26 février au 4 mars prochain. Un calendrier trop serré donc pour l'opposition. Suivez ces détails à travers ce reportage. Les partis d'opposition jugent le délai imparti de trop court, selon le vice-président de la plateforme Pro-Gbagbo EDS, Jean Gervais Tcheidé. Les Pro-Gbagbo, le FPI AFI comme le PDCI, demandent soit un report de quelques jours du scrutin, soit une prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Ils doivent s'entendre sur des candidatures uniques pour maximiser leurs chances dans ce scrutin à un tour. Et l'exercice semble difficile. L'opposition se trouve également confrontée aux difficultés liées au respect de la nouvelle disposition légale qui exige que 30% des candidats présentés par les partis soient des femmes. Malgré cela, la commission électorale indépendante a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de report de l'opposition. Au RHDP, on est dans la phase des arbitrages. Les candidatures sont très nombreuses et se profilent à l'horizon. La menace pour le parti présidentiel de faire face à de nombreux candidats sans étiquette. Un risque à prendre en compte dans un scrutin marqué par le retour dans le jeu électoral du FPI Gbagbo après 10 ans de boycott. Un FPI bien décidé à reconquérir ses anciens fiefs. Et toujours au chapitre des élections, le candidat de l'opposition ougandaise à l'élection présidentielle, Bobi Wine, a affirmé que les soldats ougandais à l'extérieur de son domicile l'empêchent évidemment de partir. Mais un porte-parole de l'armée de la défense populaire du pays a donc nié que des soldats aient pénétré dans l'enceinte de son domicile. Écoutons-le. Pour clarifier ce qui est affirmé est que la maison de Bobi Wine est envahie et des militaires ont sauté la clôture, ce n'est pas vrai. L'incident qui s'est produit aujourd'hui à Maguéré, il y avait 3 invités. Nous ne voulons pas les appeler des invités, mais des personnes inconnues qui sont venus du côté de Kampala pour accéder à la maison d'un des candidats, l'honorable Bobi Wine, en réalisant le déploiement autour de cette route et en fait autour des locaux de Bobi Wine. Ils ont décidé d'utiliser la clôture pour sauter dedans, pour accéder à l'enceinte de Bobi Wine. Dieu merci, heureusement la sécurité était en alerte. Ce n'est pas nous qui déterminons avec qui Agoulaï reste, sinon nous serions à l'intérieur. Vous savez que nous sommes capables, nous pouvons aller à l'intérieur si nous le voulons, mais ce n'est pas notre intention. Les habitants de Lubumbashi en RDC ont réagi au 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. C'était le 16 janvier 2001, dont les assassins ont été récemment libérés, soit du président Félix Tshisekedi, et ce en pleine crise entre l'actuel chef d'État et son prédécesseur Joseph Kabila. Précision. Kabila, qui s'est fait un lumumbiste avéré, il s'est dit la politique de Lumumba
évidemment, c'est pour cela que je répète, il s'est fait tuer. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire se montrer opposé farouchement à l'extérieur. C'est lui qui a tué Laurent Désiré. Il n'aime pas le Congo. Parce que lui, au moins, il allait le sortir de la situation que nous sommes en train de traverser depuis 52 ans. Monsieur Laurent Désiré Kabila nous rappelle beaucoup plus de choses, d'abord dans le pays entier. Et quand je parle particulièrement, il me rappelle certaines libertés. Et c'est parmi des personnes, parmi des présidents qu'on était en train de chercher dans le pays, mais il avait des bonnes ambitions, mais il n'a pas achevé. Et au chapitre du football à présent, à la veille du coup d'envoi au Cameroun du championnat d'Afrique des Nations, une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, des banderoles bigarrées s'affichent dans les rues de Yaoundé. Il s'agit du premier grand tournoi de football africain organisé depuis l'apparition du coronavirus. Prévu du 16 au 7 février, le championnat d'Afrique des Nations CHAN oppose 16 sélections nationales africaines et rebat généralement les cartes du football continental africain, puisque les stars africaines évoluant à l'étranger n'ont pas le droit d'y participer. Cette 6e édition de la compétition devait initialement se tenir en avril 2020, mais avait été repoussée à cause de la pandémie. Également constaté qu'un dispositif particulièrement allégé, fluide, a été mis en place également pour permettre à nos invités, non seulement à l'arrivée et au départ, de bénéficier de toutes les commodités qui ont été mises en place. Je crois que le gouvernement a décidé de conserver la CAF, que les ION de sensation dans les gradins, sur les gradins. Ça, c'est déjà sûr. Nous ferons le même dans les fan zones pour éviter qu'il n'y ait des risques de contamination. En plus, nous verrons à ce que tout le monde puisse porter son masque. C'est le minimum qu'on puisse exiger. Et vous savez aussi que tout ce qui entrera dans le stade, on prendra les températures à l'entrée. Plusieurs milliers d'aficionados du ballon rond sont attendus pour cette première grande compétition continentale depuis l'apparition du coronavirus. Alors c'est une fierté déjà pour nous d'organiser la CHAN chez nous. Ces infrastructures, c'est une fierté. Ça met tout le monde en effervescence, en activité. C'est avec cet esprit que le pays se développe. Malgré la recrudescence de l'épidémie, cette compétition doit servir de tour de chauffe avant la compétition reine du continent, la Coupe d'Afrique des Nations CAN, qui se jouera en janvier 2022, également au Cameroun. L'organisation de la CAN fait figure de test de la capacité de Yaoundé à héberger une compétition internationale au moment où il est confronté à 2 conflits sanglants, dans le nord où le groupe djihadiste Boko Haram multiplie les attaques et dans les régions anglophones de l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, ici sur Eurofem, cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.